Je me présente en 2 mots. Benoît Loutrel, donc je suis membre du collège de l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le nouveau nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc on est les héritiers du Conseil supérieur de l'audiovisuel, on est aussi les héritiers de la DOPI, et on est plus que ça. On est un régulateur de l'audiovisuel, on travaille sur la lutte contre le piratage, mais on a aussi un nouveau mandat d'essayer de faire face aux troubles informationnels, au désordre informationnel qu'on peut voir dans l'espace numérique. Je vais le qualifier comme ça. Alors mon but, c'est dans le format où on est là, c'est de vous expliquer très très vite les principes fondamentaux de quel est le problème, comment on le pose, c'est assez important, comment on essaye d'y faire face, et de vous convaincre qu'en fait que vous avez une part importante de la solution dans vos mains. Parce qu'en général, surtout en France, on a un petit réflexe en disant il y a un problème, l'État doit avoir résolu le problème. C'est assez limite. Et là, on a poussé très loin à réaliser à quel point c'était le cas et à quel point, si on faisait ça, on échouait. Alors, comment on définit le problème ? Le problème s'est défini, il s'est cristallisé dans l'année 2017 dans une série de pays, qui était de dire, on a vu l'essor des grands réseaux sociaux, et une série de pays ont eu le sentiment de faire face à des troubles majeurs de l'espace informationnel et de se sentir totalement désarmés. Donc au Royaume-Uni, c'était Theresa May qui était Premier ministre, et il y a un terroriste qui s'est auto-radicalisé en ligne, qui commence à tuer des gens dans Londres, et sur le pont de Londres, et qui finalement est tué par les forces de l'ordre en arrivant à Westminster. Et le gouvernement anglais s'est dit, mais les plateformes, YouTube, Twitter, ils sont avec moi ou ils sont contre moi, au sens ils participent à la résolution de la lutte contre le terrorisme, ou ils sont partis du système où en fait que les gens utilisent leur plateforme pour radicaliser des gens à distance et déclencher des gens qui prennent une arme et se mettent à tirer dans la rue. Est-ce que c'est un sous-produit de leur modèle économique dont ils n'ont rien à faire? Et il s'est posé la question de dire, mais en fait, comment on fait pour discuter de ces questions-là avec un grand réseau social? En Allemagne, la même année, vous avez, ils sont à 6 mois d'une élection générale du Bundestag, et ils sont en train de faire campagne, et la chef de file du Parti vert se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Mais lyncher, du harcèlement sale. Et la classe politique allemande se dit, mais oui, on a une élection générale, là, on va tous se battre pour savoir qui est élu, mais on ne veut pas faire campagne dans des conditions comme ça. Et elle se dit, on ne sait pas gérer l'explosion de la haine en ligne. Et ils déclenchent, eux, en l'espace de quelques mois, ils votent une loi lutte contre la haine en ligne, NetzDG. En France, 2017 aussi, on a première élection d'Emmanuel Macron, si vous vous souvenez, le vendredi soir avant le second tour, juste au moment où la période de réserve commence, où on ne peut plus faire campagne, sortent les Macron Leaks. Une trentaine de boîtes mail qui ont été piratées de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas qui les a piratées, qui les a rendues publiques, est-ce qu'elles ont été trafiquées, et en fait on réalise à ce moment-là qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on fait. Si vous vous souvenez, vous pouvez retrouver les traces. La commission électorale, pour les élections présidentielles, on a une commission électorale, sort un communiqué de presse le vendredi soir à minuit, un deuxième de son président, un deuxième le samedi matin de la commission, qui fait un appel à la responsabilité des médias éditorialisés, mais qui dit rien sur les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, on ne sait pas. Et donc, vous voyez, on réalise qu'on a des problèmes majeurs: harcèlement, haine en ligne, désinformation, amplification, enfin, pensez à tous les désordres qu'on voit sur les grands réseaux sociaux. Et donc on se dit, on a un problème, il faut agir. Alors très vite, on se dit, bon, il faut une intervention, il faut créer une fonction de régulation pour demander à ces plateformes d'être un peu moins irresponsables. Et on bute très vite en se disant, ah oui, mais alors, il va falloir beaucoup de compétences pour les régulateurs, qu'ils soient compétents sur la haine en ligne, il va falloir aussi qu'ils soient compétents sur lutter contre la désinformation sur les vaccins, donc des problèmes de santé publique. Puis on voit bien que c'est aussi important dans la transition écologique, parce qu'on raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et on se dit, ah ouais, mais on va faire des réseaux, on va faire des régulateurs, il va falloir qu'il y ait beaucoup de ressources. Et là, on se dit, non, si on fait un régulateur comme ça, on sait quelle langue il parle russe ou chinois. C'est le modèle centralisé, étatique, on prend le contrôle de l'espace informationnel, ça ne marche pas avec les démocraties. Et donc on fait à l'inverse un modèle, on dit non, on va faire des régulateurs tout petits, et dont le rôle, ça va être de permettre à tout le monde de participer
à la régulation, parce que ce qu'on veut réguler, en fait, c'est autant les plateformes que l'espace public dans lequel le débat démocratique se fait. Et donc, on construit ce modèle avec un règlement sur les services numériques, qui est le texte européen qui a été voté en 2022, et qui met en place toute une architecture de gouvernance pour, en fait, attaquer le problème à la racine. La racine, c'est, en fait, on fait face à une asymétrie d'information effroyable par rapport aux plateformes. Elles voient tous nos échanges, elles savent les analyser, et nous, on ne voit rien de ce qu'elles voient et on ne voit rien de ce qu'elles en font. Donc le cœur du problème, il est là. Et donc le cœur de la régulation, c'est de dire qu'il faut tuer l'asymétrie d'information vis-à-vis de tout le monde. Donc le cœur du modèle, c'est plein d'obligations de transparence. Transparence, c'est non pas demander à l'entreprise Google, expliquez-vous au confessionnal chez le régulateur, mais expliquez-vous sur la place publique. Et à partir de là, on se dit, mais si tout le monde a accès à cette information, des chercheurs vont se saisir du sujet. Parce qu'aussi, un des problèmes qu'on a, c'est que même la plateforme qui sait beaucoup de choses, elle ne sait pas tout. Et notamment, ce qu'elle ne sait pas, c'est elle sait comment elle gagne plus d'argent. Ça, elle a compris. Par contre, elle ne sait pas l'effet que ça a sur nos sociétés. Et donc, est-ce qu'ils n'y mettent pas dans l'algorithme chez Instagram, je veux que l'usage immodéré d'Instagram amplifie les problèmes, les troubles de l'alimentation, anorexie ou boulimie. Pourtant, des travaux de recherche montrent que ça a cet effet-là. Et donc, il faut que ces travaux de recherche sur quels sont les effets de ces plateformes sur nos dynamiques sociales puissent être analysés. Voilà. Donc, est-ce qu'à ce stade, je vous ai perdu ou pas? Vous avez déjà des questions. Vous m'interrompez à tout moment. C'est la règle. Et donc, on a mis une série de mécanismes et dont on a besoin, nous, d'assurer la promotion. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que normalement, un régulateur, on a toujours dit, c'est une autorité, l'autorité de régulation, ou c'est le conseil supérieur, ou c'est la haute autorité. Là, dans le texte européen, les régulateurs, on les appelle des coordinateurs. On est, nous, Arcom, désignés coordinateurs pour les services numériques. C'est un mot intéressant. Pourquoi coordinateur? Justement, cette idée de dire, vous êtes là pour rendre ce texte accessible et pour que les gens réalisent qu'ils ont un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme? On a des grands mécanismes qui sont vraiment stratégiques, qui sont l'accès à la donnée. Vous avez tous compris, si vous êtes normalement à NEC, que dans le numérique, ça produit de la donnée, et celui qui a de la donnée a du pouvoir. Donc il y a une série d'obligations qui permettent d'aller faire des choses incroyables et à étudier. Alors, très vite. On a un outil qui est révolutionnaire, qui s'appelle l'article 39 du règlement sur les services numériques, et il dit les très grandes plateformes. Donc les très grandes plateformes, parce que c'est un règlement qui ne demande pas la même chose à la petite plateforme de quartier, entre guillemets, votre site communautaire que vous allez faire, et à Google et YouTube, et à Meta. Donc il y a une vingtaine de plateformes qui sont les très grandes plateformes, tous les grands noms auxquels vous pensez. Et on leur dit, on exige que vous mettiez dans une base de données publique toutes les publicités qui sont diffusées sur votre plateforme. Et on veut voir la publicité, qui l'a mise, qui l'a financée, et quels étaient les critères de ciblage. Ça paraît simple, et en fait, c'est révolutionnaire. Il y a déjà, vous voyez, un débat sur est-ce que les publicités qu'on voit à la télévision sont acceptables ou pas. Il y a une tradition d'autorégulation de cette industrie avec l'ARPP, qui est un acteur privé qui permet au secteur de la publicité de s'autoréguler. Mais la publicité à la télévision, elle se régule assez bien quand même, parce qu'en fait, quand vous voyez une publicité délirante, tout le monde la voit, et donc tout le monde réagit. Sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes numériques, la publicité est ciblée. Et donc, si vous êtes là, a priori, vous êtes dans des CSP+, en général, quand même, si vous êtes arrivé à NEC. Et donc, il y a des gens qui font des pubs qui ne ciblent que les CSP-. Et nous, on ne les verra jamais. Il y a des gens qui font des ciblages qui sont abjects. S'ils étaient connus, ils n'oseraient pas les faire. Il y a des pubs qui sont faites, si on les voyait, on hurlerait. J'en ai quelques-unes que j'ai réussi à attraper, peut-être que j'arrive à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, qui sont où vous dites « Ah oui, je comprends mieux pourquoi nos sociétés explosent » quand vous avez des pubs qui sont là en disant « Les puissants sont en train d'organiser votre ruine, bientôt vous aurez une décision du FMI, vous aurez une taxe de 35% sur vos comptes courants » et ça dure pendant 5 minutes et à la fin, dire « Ah, mais à propos, moi, petite officine en Suisse, je peux gérer votre argent sur un produit alternatif sans risque. »
cette publicité-là, si les gens réalisaient à quel point elle est mise en avant, on réagirait. Donc vous voyez, on a des outils, et en fait, tout le monde peut être victime de publicités qui sont folles. Madame. Et donc, ben voilà, donc il y a des nouvelles règles. Le règlement sur les services numériques a mis une règle, pour le coup, d'office. Le ciblage des mineurs, dorénavant, est interdit. Est-ce que c'est respecté? Par contre, c'est compliqué à mesurer. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin que beaucoup de gens s'en saisissent, comprennent comment on peut aller observer si c'est respecté ou pas. Et puis même, vous pouvez toujours faire des pubs qui sont vues par les mineurs, même s'ils ne sont pas ciblés. Vous prenez un filtre plus large. Donc on est au début d'une histoire et je pense qu'on va découvrir des horreurs. Et qu'on a créé une arme pour que, effectivement, dans des territoires qui sont parfois dans une compétition entre eux, des entreprises puissent observer ce qui se passe par ce vecteur. C'est un vecteur très très puissant, hein, quand vous y pensez, de dire je peux faire une publicité, que finalement peu de gens savent qu'elle existe, sauf les gens qui vont la voir, et personne ne sait très bien qui a été ciblé, qui va la voir. Il y a déjà des cas qui ont été documentés un peu partout dans le monde, où on voit des abus énormes. C'est ça qui a justifié cette première arme. Donc ça, c'est une arme qui est facile à utiliser, parce que cette base de données elle est accessible par tout le monde. Elle est déjà accessible. Par contre, vous allez voir que on est au début, et donc il y en a qui nous prennent un peu pour des neuneux côté plateforme. Donc il y a une plateforme... on commence par un Y, ça finit par un T. Vous regardez la base de données et disent le critère de ciblage, c'était l'âge. Oui, alors nous, notre lecture du règlement, c'est que le règlement, il ne dit pas faut dire c'est l'âge qui a servi à cibler, il faut dire quel âge a été ciblé. Donc il y a un dialogue qui va se faire, du papier bleu qui va s'échanger. Donc ça va venir, mais on voit que nous, on est pertinent en tant que régulateur au niveau européen à revenir en disant merci pour la base, on n'y est pas, on veut ça, ça en plus. Si on se nourrit des premiers travaux pour se servir de la base. Ce qui la rend pertinente, ce qui va nous rendre pertinents, nous régulateurs, pour exiger, c'est de comprendre quels usages vous en avez, au service de quelle mission vous le mettez. Donc on a les premiers échanges avec des chercheurs qui nous disent moi, je veux justement chercher en santé publique, mais du coup, je veux cibler sur les aliments. Il me manque telle donnée. La base devrait être enrichie. Donc, il faut qu'on ait ce travail interactif. Le deuxième instrument, il est encore plus puissant. C'est l'article 40 de ce règlement. En fait, il dit... cette fois-ci, il ne s'adresse que aux chercheurs, au sens académique du terme, et ils vont devoir être accrédités. Parce qu'on a quand même en tête qu'il y a une histoire, un scandale qui s'appelle Cambridge Analytica, où des gens qui étaient des chercheurs ont pris des bases de données et en ont fait des horreurs à des fins politiques. Donc il y a un petit test quand même de crédibilité à passer, et pour avoir l'accréditation, vont pouvoir dire, moi je veux avoir d'énormes jeux de données. Je veux être capable, par exemple, de mesurer est-ce que la liberté d'expression a été bafouée dans les processus de modération. Donc, ils vont pouvoir demander des données pour dire je veux contre-expertiser est-ce que TikTok surmodère, sous-modère, et récupérer d'énormes jeux de données pour faire des travaux sophistiqués. Et ça, on peut l'appliquer sur plein de finalités. Monsieur. Alors, article 39, publicité. La publicité, en fait, il n'y a pas de données personnelles dedans. Donc le règlement dit accès libre à tout le monde. Article 40, là, on peut aller demander vraiment les données des plateformes, dire je veux avoir tous les tweets, savoir quels tweets ont été modérés, sur quelle base elles l'ont été, quelle est la motivation, y compris éventuellement des contenus qui étaient en diffusion limitée à un groupe privé et pas à un groupe public. Donc là, il faut aussi respecter le règlement général sur la protection des données, protéger la vie privée. Et donc cette fois-ci, ce seront des bases de données qui ne sont pas définies à l'avance. On peut aller faire des requêtes sur mesure, mais il faut justifier qu'on est un chercheur dans une structure de recherche officielle, qu'on a une gouvernance suffisante pour savoir gérer le respect du RGPD. Par contre, la puissance est sans limite, honnêtement. C'est beaucoup plus ambitieux, ça prendra plus de temps. Pour vous donner, alors c'est des choses qui existent déjà, hein, c'est pas de la science-fiction. En France, si vous êtes chercheur, vous pouvez dire mais moi je veux faire des recherches sur des sujets qui sont à la croisée de l'économie et de la santé. Et donc vous vous retournez vers l'État et vous dites j'aimerais bien prendre la base de données de la DGFiP où j'ai les impôts de tout le monde, avec un certain nombre de caractéristiques sur le foyer, et les données de la sécurité sociale, et je voudrais les apparier pour faire des recherches. Alors, et vous avez toutes les données individuelles. Ça se fait via ce qu'on appelle le CASD, Centre d'accès sécurisé aux données. Vous pouvez les voir, casd.eu,
qui est un groupement d'intérêt public qui est géré en gros par l'INSEE et qui permet là aussi que des chercheurs accrédités de dire OK, on va vous mettre cette énorme base de données, mais on va vous la mettre dans un espace sécurisé où vous allez pouvoir faire vos travaux de recherche, mais sans sortir les données et sortir les résultats. Donc on sait que ça peut marcher et ça existe depuis pas mal d'années. La question, c'est on est en train d'organiser ça pour les plateformes, pour les plus grandes plateformes au monde, pour qu'on puisse enfin les étudier et répondre à des questions auxquelles elles-mêmes n'ont pas la réponse. Question. Alors là, c'est intéressant parce que tu introduis ce que je n'ai pas encore fait vraiment, c'est la dimension européenne. Parce qu'au début, on est parti en se disant, mais super, comment on fait un modèle sur mesure qui respecte nos principes démocratiques pour responsabiliser ces plateformes qui sont au cœur du fonctionnement maintenant de la société française. Mais en fait, elles sont au cœur du fonctionnement de toutes les sociétés européennes et c'est les mêmes plateformes. Et donc, il a fallu imaginer une architecture. Enfin, on n'y arrivait pas. Enfin, on s'est retrouvé en 2017 dans une situation où fondamentalement, on a eu le sentiment que la notion de souveraineté dans l'espace numérique n'existait plus. La capacité de la République à défendre ses citoyens dans l'espace numérique était compromise. Et assez vite, on est arrivé à la conclusion en disant oui, mais il n'y a pas de solution nationale. Et comme on est dans l'Union européenne et comme nos partenaires sont arrivés à la même conclusion, on a fait une construction dans laquelle on dit on va travailler collectivement, on va réaffirmer nos souverainetés nationales, parce qu'en fait les espaces informationnels sont nationaux, au sens où il y a un espace francophone, il est peut-être partagé entre la France et la Belgique, même si on voit quand même qu'ils sont un peu séparés les deux. Par contre, on n'a pas le même espace informationnel que les Allemands, parce que le nombre de citoyens français et allemands qui sont bilingues est quand même assez limité. Donc il fallait réaffirmer nos souverainetés nationales, mais en l'inscrivant dans la construction européenne, on a réalisé qu'on était beaucoup plus fort et beaucoup plus à même aussi du coup de gérer les risques politiques associés, ce qui est l'essence même de la construction européenne, qui n'est qu'une construction qui a pour finalité de gérer du risque politique. Elle agit dans l'économique souvent, mais c'est un moyen, la finalité elle est politique. Et donc là on voit que on est lancé dans cette démarche et pour la première fois, on n'est pas dans un schéma de régulation nationale vraiment. Quand on est l'ARCOM, régulateur de l'audiovisuel, on régule les chaînes de télévision qui émettent en France et qui ciblent tous les gens qui sont en France. On n'a pas besoin d'être français. Tout le monde, toutes les nationalités sont présentes en France. Mais nous, ARCOM, on agit vis-à-vis du territoire français. Le régulateur allemand, il fait la même chose au niveau des Länder, vis-à-vis de son territoire. Là, sur les plateformes, on s'est dit non. Pour faire face à la globalité, pour être pertinent, pour éviter que l'Allemagne dise à Google « levez la jambe droite » et que nous, on lui dise « levez la jambe gauche », essayez, c'est compliqué, il faut qu'on soit coordonnés. Donc, on s'est réparti les rôles. Et donc, nous sommes responsables, nous avons le pouvoir de faire respecter le règlement aux plateformes qui sont établies en France. Donc, Blablacar, c'est nous. Le Bon Coin, c'est nous. Même si le problème qu'on peut avoir avec Blablacar est en Pologne. On sera le régulateur européen pour les plateformes établies en France. Et réciproquement, pour les très grandes plateformes, on a dit elles sont toutes cruciales pour nous, pour chacun de nous, les Européens. Et donc, le pouvoir de le faire respecter, c'est la Commission européenne, mais qui s'appuie sur tous les régulateurs pour superviser les très grandes plateformes. Donc, on a tout un système d'intégration et de check and balance. Et donc, après, la Commission, vous avez vu l'actualité. En août, il s'est passé quand même un truc intéressant. Il y a un commissaire français qui a écrit une lettre à Elon Musk en disant vous allez organiser un débat avec Trump dans le cadre de la campagne électorale américaine. Ce débat sera soumis aux règles européennes. Bon, ça a un peu questionné beaucoup de gens. Du coup, côté États-Unis, beaucoup de gens ont réagi. Et 2 jours après, vous avez vu un communiqué de presse qui est sorti de la Commission européenne en disant ceci n'était pas une décision collégiale de la Commission européenne. Bon, c'est l'illustration qu'il y a des check and balance au niveau européen et ça va continuer à jouer. Après, il y a un niveau de mécanisme de check and balance qui est assez incroyable dans la construction européenne. C'est une construction où les États sont représentés, mais la population aussi, le Parlement, le Conseil. C'est une vraie institution collégiale, la Commission européenne. Moi, je l'ai vécu dans mon expérience, où vous pouvez être à la fois sur un sujet, dans un débat avec une direction générale, avec un commissaire, mais à la fin, la décision est passée en collège des commissaires. Et vous pouvez aller voir tous les commissaires et pas simplement le commissaire de votre pays si vous pensez qu'il y a un enjeu particulier.
accessoirement, c'est comme ça que l'ARCOM fonctionne aussi. Moi, je suis en charge au sein de l'ARCOM des sujets de régulation des plateformes. C'est moi qui propose les décisions au Collège Peigné, mais on est 9. Et donc, si vous pensez qu'on s'apprête à prendre une mauvaise décision après m'avoir entendu, vous pouvez aller voir mes 8 collègues, parce que je n'aurai qu'une voix sur les 9. Donc, à ce stade, on n'a pas d'inquiétude particulière. Après, l'équilibre politique en Europe, il bouge suivant les périodes. Mais on est convaincu qu'on a construit une vraie plateforme de régulation avec avec une vraie idée de faire participer et de créer beaucoup de contre-pouvoirs. Question. Je parle beaucoup. Maintenant, faut inverser. Allez-y. Drivez la discussion. J'aimerais savoir quelles sont en fait les contraintes pour les entreprises qui ne respecteraient pas le règlement. Parce que quand on voit par exemple Telegram, actuellement, qui pour des décisions de justice, presque plus que de la régulation, entre guillemets, ne respecte pas le règlement et qu'au final, il y a très très peu de solutions au niveau de la justice. Est-ce qu'on peut, par exemple, dire, voilà, on interdit la plateforme, on la bannit, est-ce qu'il n'y a que des sanctions financières ou autres? Enfin, ouais, j'aimerais bien sur ces aspects. Oui. Et puis, il est toujours obligé de rester sur les territoires français, soumis à un contrôle judiciaire. On en parle dans le monde entier. Donc là, la justice française, c'est pas la régulation, a frappé un grand coup et qui a marqué les esprits partout. Et il est soumis à un contrôle judiciaire. Vous aurez noté que la semaine dernière, Telegram, dans cette semaine, a modifié ses règles et a annoncé qu'il se mettait à respecter les règles européennes en pratique. Alors, cela dit, la question est bonne, parce qu'on a vu qu'on fait face à des monstres, des acteurs à une échelle globale extrêmement puissants. Leur unité de compte, c'est quand même le milliard d'euros, y compris quand il faut mettre des avocats, ils comptent en centaines de millions d'euros parfois. C'est pour ça qu'on a eu cette démarche européenne. C'est aussi un des enjeux. On va chercher la force au niveau européen. Et donc, dans le régime de sanctions, on peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc, l'unité de compte, c'est bien le milliard d'euros, le cas échéant, si on se fâche avec elle. Et dans le règlement, il est aussi prévu, mais c'est la ressource ultime, que les régulateurs, dans des cas extrêmes où on n'a pas obtenu le respect du règlement après des rappels, des sanctions, on puisse aller voir un juge pour demander la suspension de la plateforme qui peut être renouvelée. Mais donc on peut fermer de manière proportionnée une plateforme, mais mais à la fin, il n'y a que les juges qui peuvent faire ça, ce qui est logique parce que on est vraiment là en train de restreindre, il y aura des conséquences en liberté d'expression pour les usagers de la plateforme. C'est ce qu'a fait la Cour suprême du Brésil sur X il y a un mois, et on voit entre l'Europe, le Brésil, on est arrivé au moment où c'est le retour des démocraties qui disent non. La règle de droit, c'est l'arrêt, elle existe dans les démocraties. Et la première chose, effectivement, c'est vous respecter les décisions de la justice. C'est le socle du fonctionnement des démocraties. Et je ne vous cache pas qu'hier, j'étais matin à Bruxelles, et on était tous les régulateurs européens autour de la Commission européenne, et on a eu une discussion exactement sur ce sujet en disant c'est sans doute la première chose qu'on doit exiger des plateformes. C'est-à-dire que on peut discuter entre nous, entre guillemets, entre un régulateur, entre un usager, de est-ce que ce contenu est légal ou pas, mais quand la justice est passée, la décision juridique s'impose aux gens, c'est le fondement de toute démocratie. Mathis Schneider de Open Terms Archive. J'en profite juste pour réagir très rapidement là-dessus sur le fait qu'il y a une lettre ouverte de nombreux chercheurs et organisations qui appellent les plateformes à respecter le droit à l'autodétermination des peuples. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez chercher cette lettre ouverte. Question sur l'article 39 et donc les bases de données de publicité. En 2019, au sein du ministère des Affaires étrangères, nous avions travaillé à justement la lutte contre la manipulation d'informations et préfigurer ce qui allait devenir Viginum. Et on avait mis en place un suivi des premières bases de données publicitaires qui avaient été ouvertes sur une base volontaire par les plateformes. Et on avait découvert que juste le week-end des élections, 31% des données qui étaient contenues dans les bases de données publicitaires étaient retirées. Sans que ça soit annoncé d'une manière ou d'une autre. On avait constaté que c'était la même chose dans 13 autres États membres de l'Union européenne. Donc, la mise à disposition de ces données, c'est une première base, mais ce qu'on constate, c'est que dans la majorité des cas, personne n'en fait rien et personne ne regarde ce qu'il y a dedans.
Donc, dans l'architecture proposée par le DSA, un truc qui est toujours pas clair pour moi, c'est qui est en charge de vérifier que ce qui est fait a l'air de correspondre à un minimum à l'intention. Est-ce que c'est le régulateur national ou est-ce que c'est la DSA Enforcement Team, un truc quelque part au sein de la commission? Tout le monde. On va le faire. Nous, Arcom, on commence à travailler dessus. Chacun des régulateurs nationaux le fait, la Commission européenne aussi. Mais dire c'est le privilège des régulateurs, ça serait aberrant. Et donc on organise entre guillemets la concurrence et l'initiative parce que quand vous y réfléchissez, le nombre de choses de questions qu'on peut se poser pour savoir est-ce que des publicités sont acceptables ou pas, il n'y a pas de limite. Il y a des publicités qui ont des effets mais monstrueux en santé publique. Il y en a d'autres qui ont des effets monstrueux sur le processus démocratique. Il y en a d'autres qui ont des effets monstrueux sur l'égalité femmes-hommes, sur proposer des stéréotypes pour accroître les problèmes de stéréotypes de genre, etc. Et donc, le but, c'est de faire de l'empowerment, c'est que tout le monde puisse participer et de pas... parce que dans la question en creux, il y a si c'était clair, organisé, ce serait plus efficace. Moi, je crois pas. Tout le monde peut y participer. Et c'est ça qui est important et c'est un point fondamental. Et on commence à voir les premiers résultats. On voit les premiers acteurs de la société civile, ce que je vais appeler les digital natives en société civile, c'est-à-dire ceux qui se sont créés pour dire ma finalité, c'est de jouer un rôle actif dans cette dynamique de régulation de l'espace numérique. Et donc vous en avez un exemple là. C'est ce que tu fais, Mathis, avec ton association qui collecte toutes les conditions générales d'utilisation sur toutes les plateformes et qui va permettre de les analyser parce qu'en permanence, en fait, elles sont en train de modifier les règles et on va sans doute, on craint de mettre en évidence que peut-être que ça va trop loin dans la restriction, mais il faut avoir cet accès, organiser cet accès pour pouvoir traiter en masse ces données. On voit des acteurs comme AI Forensics qui développent un savoir-faire pour justement parce qu'il faut des traitements sophistiqués pour accéder aux données et qui commencent à produire des études en disant vu en base de nos études, on pense qu'il y a une présomption que telle règle du règlement n'est pas respectée. Et donc en fait, ça oriente l'action publique. De même que quand vous faites des dons à des associations, vous orientez l'action publique en disant c'est un moyen, parce que quand vous mettez de l'argent, l'État met l'argent aussi, et ça, c'est un contrôle démocratique de où on agit sur plein de sujets. Vous pouvez faire la même chose sur la régulation. Si vous vous saisissez d'un sujet, si vous mettez en évidence qu'il y a un non-respect d'une règle ou qu'il y a un dommage qui devrait être traité, les régulateurs vont s'en saisir. Et ça permet justement d'avoir cette dynamique collective acceptable et donc d'avoir à la fois collectivement un niveau important de maîtrise de notre espace informationnel, mais que ce soit socialement acceptable parce que c'est fait de manière décentralisée et qu'on peut y participer. Et le gros enjeu maintenant, ça va être que des acteurs de la société civile ou des territoires qui ne sont pas des digital natives, qui n'ont pas des gens comme Mathis hier ici qui maîtrisent la dernière technologie, puissent dire moi aussi, je me posais une question et je vais faire un partenariat avec ces autres acteurs pour mettre en évidence. On commence, je vous donne un exemple que j'expliquais là il y a 10 minutes. Vous entendez qu'on a des problèmes de surtourisme et que ça devient vraiment compliqué parce que sur des lieux spécifiques, le nombre de gens qui viennent explose. En fait, c'est un problème d'amplification algorithmique non maîtrisée. Et on l'a déjà vu pas mal de fois où vous avez des influenceurs qui, sans réaliser ce qu'ils font, ont 3 millions de followers et disent dans tel centre commercial, demain, il y a une promotion et ceux qui arrivent, les 10 premiers auront. Et ça a provoqué des émeutes, ça met des gens en danger. C'est des phénomènes d'amplification non maîtrisés. Et donc, il y a plein de problématiques à faire dont tout le monde peut se saisir parce qu'il n'y a plus d'activité qui n'est pas soumise à une amplification sur les espaces numériques. Et une amplification non maîtrisée, c'est en général le premier pas vers une catastrophe. Messieurs. C'était pour revenir sur l'article 40. Est-ce que le monde académique s'est saisi de cet article-là? Est-ce qu'on sait le nombre finalement de demandes qui ont été faites pour avoir les données? Et puis la réponse en fait des plateformes, est-ce qu'elles disent pas ouais, mais si vous avez nos données, vous allez comprendre notre modèle économique et c'est pas du droit d'auteur. Enfin, c'est le modèle d'affaires parce qu'en fait secret des affaires, parce que le monde académique va pouvoir faire du rétro-engineering et plus comprendre certaines choses. Merci.
Alors, quand vous êtes une entreprise, vu de chez vous, tout est du secret des affaires. Quand vous êtes une entreprise cotée, vous dites, bah voilà, moi je vais mettre une action, une obligation, et je veux qu'elle soit sur les marchés parce que je veux vraiment beaucoup d'argent. L'autorité des marchés financiers vous dit, ok, mais j'exige que vous rendiez public ça, 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 ça. Et donc en fait, la loi dit, le secret des affaires, on le fait reculer. Et donc là, c'est la même chose. Et regardez, hein, je veux dire, toutes les sociétés cotées, on sait 100 fois plus de choses sur ce qu'elles font. Et quand une société est sortie de la cote, brutalement, ça devient très compliqué de savoir ce qu'elle fait parce qu'elle échappe à ses obligations de transparence. Et donc ces très grandes plateformes, on leur a dit, écoutez, oui, on vous reconnaît votre liberté, mais vous avez un grand pouvoir sur nos sociétés. Vous avez le pouvoir d'amplifier des messages. Et donc la contrepartie, c'est des obligations de transparence. Et donc le règlement fait reculer le périmètre du secret des affaires. Donc il le fait reculer de manière très précise. On ne peut pas exiger que ces données soient publiques. On exige que des chercheurs accrédités puissent y accéder. Ils ne peuvent pas y accéder pour toutes les recherches. Donc si un chercheur dit bah, je veux y accéder parce que j'aimerais bien créer grâce à ça un algorithme qui pour moi sera génial et moi je vais devenir très riche, on dit non, ça c'est pas un accès autorisé. La finalité de votre accès, de votre recherche, ça doit être de participer aux objectifs du règlement sur les services numériques, et les objectifs c'est la défense des droits fondamentaux des citoyens européens. Donc vous pouvez y accéder pour mettre en évidence que la plateforme provoque un risque pour un groupe social, pour le fait que ça enfreint une liberté. Vous ne pouvez pas y accéder pour faire votre recherche à but lucratif. Après, combien on est en train de démarrer. Donc la première chose, c'est un peu comme en France, il faut faire les lois après les décrets. Donc là, on a un acte délégué qui doit être pris. Et on sent quand même, comme vous dites, que les plateformes, c'est l'article le plus puissant du règlement, et c'est celui sur lequel il y aura les contentieux les plus forts. Donc là, la Commission a retardé un peu son processus. Elle annonce dans quelques semaines la première version publique de l'acte délégué, parce qu'effectivement, ils sont en train de le blinder et ils savent que dès qu'on va s'en servir, il y a quelques grandes plateformes qui vont envoyer tout au contentieux. Et c'est la règle du jeu et on s'y prépare. Mais réciproquement, il faut nous se préparer à comprendre ce qu'on peut en faire. Parce qu'à la fin, pour avoir de la recherche, surtout en Europe, il faut des budgets. Parce que la recherche, c'est une recherche d'intérêt général dont on parle là, donc il faut du financement public. Et le financement public, c'est l'État, c'est les régions, c'est les territoires qui financent les projets académiques, c'est la société civile, les fondations. Et donc, il faut commencer à s'imaginer, parce que, en fait, même si l'accès sera peut-être possible dans 2 ans, construire les projets et les financer, c'est maintenant. Et on voit les premiers appels à candidature. L'État a commencé à bouger dans le cadre des investissements d'avenir, où les premiers financements sont mis en place. L'Union européenne s'apprête à mettre en place des financements. Et il y a un enjeu là aussi, parce que tout ne vient pas que du haut. Il y a des universités, il y a des régions qui sont des acteurs stratégiques dans le financement des universités en France. Messieurs. Moi, je voulais faire une remarque et un lien avec la conférence précédente. On parle de régulation, pour moi, un peu reine longue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sanctions qui sont quand même qui prennent du temps, et en fait, on reproduit quelque part un système de ce qui existe dans le monde physique. Et on va venir avec la punition dans des dieux. Et alors, ce qui serait reine courte dans le monde numérique, c'est d'être capable de réguler le code. Talk is cheap, show me the code. Est-ce que là, quand on fait une séparation entre l'espace public, l'espace privé ouvert au public, et qu'on demande aux plateformes, quand vous avez des éléments notamment d'amplification, et que ces algorithmes-là permettent cette amplification-là, on doit avoir accès au code. Parce qu'en fait, on crée un peu par nature un espace public, et ça, il faut que ça puisse être régulé, et régulé par du code, et pour lequel les autorités de régulation devraient être en mesure d'analyser, d'auditer ce code et de pouvoir interagir dessus. Et on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus faible pour les espaces privés ouverts au public, parce que ça peut être une autre régulation. Des distinctions comme ça existent d'ailleurs dans le monde physique, parce qu'on a aussi des choses comme public... comment s'appelle ça déjà, les POPs là, Privately Owned Public Spaces. Ça, c'est dans le monde physique. On a des trucs équivalents dans le numérique. On ne prend pas cette distinction numérique. Et tant qu'on ne parle pas du code, et ben en fait,
Et finalement, le seul mec qui en parle, c'est Elon Musk qui a dit un jour, j'ouvrirai l'algorithme de Twitter. Ouais, alors la conclusion, vous me permettrez de prendre mes distances. Oui et non. Bon, oui, il y a plein d'exigences hein, et on est en train de leur donner corps. Et au début, évidemment, les plateformes reviennent à minima et on va devoir ressortir les forceps en disant ouais, non, on est vraiment sérieux. On essaye plutôt de leur exiger qu'elles disent quelle est l'intention, quel est l'objet, quel est l'effet qu'ils recherchent avec le code. Et non, on n'écrit pas, on ne demande pas le code en général parce que même si c'est intéressant, dans le règlement sur les services numériques, le mot intelligence artificielle n'apparaît jamais. Pourtant, en fait, c'est évident pour tout le monde. Toutes ces plateformes n'existent qu'avec l'intelligence artificielle. Elles gèrent des jeux de données tellement monstrueux elles ne peuvent pas y arriver sans l'intelligence artificielle. Et en intelligence artificielle, le code n'est pas très utile. Non, mais je vais chacun son tour. Il y a une série d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont publics et vous êtes tous contents. Vous savez, ça vous dit rien parce que la question c'est sur quelles données l'intelligence artificielle a été entraînée et c'est ça qui vous dit qu'est-ce qu'on obtient à la fin. Et ça, par contre, pour le coup, exiger que les données soient publiques, il y a un petit problème d'expropriation. Alors après, c'est un débat qui est en cours et la vérité sera entre les deux. Je crois qu'il y a des cas où on va exiger effectivement d'avoir des caractéristiques objectives du code qui soient publiques, et il y a des cas où on va exiger de pouvoir mesurer les effets, de contre-expertiser à coup de données, soit d'accéder dans certains cas pour les chercheurs aux données d'entraînement, soit d'avoir des données aval et d'être capable justement de contre-expertiser ce qu'elles disent. Mais c'est une histoire qui va durer. Monsieur. Merci. Deux petites questions. La première, alors je comprends bien que l'arsenal législatif qui nous est proposé avec le DSA est super, je suis le premier à le dire. Maintenant, il y a la question de comment on le met en place et comment on contrôle. Et donc, ma question, elle est sur les moyens. Vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, ça a été relevé dans la précédente conférence dans laquelle vous étiez, c'est qu'on fait face à des acteurs qui ont des moyens stratosphériques que la puissance publique n'a pas. Je crois qu'ils vont devoir payer une taxe de 0,05% de leur chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça, pour financer leur contrôle. Si je dis pas de bêtises, c'est quand même pas grand-chose. Donc, quels moyens on met ? J'entends le rôle de la société civile en tant que lanceur d'alerte, etc., qui a un rôle qui va au-delà des plateformes, voilà. Et des États, bien sûr, mais donc, quels moyens on met et quel est le rapport de force à ce niveau-là? Et ma deuxième question, et là c'est peut-être une question de néophyte, donc j'en suis désolé si je dis une absurdité. Moi, ce que je comprends du DSS, c'est qu'en termes d'algo de recommandation, on est vraiment sur des problématiques de publicité. Non, on est sur tout. Et du coup, ma question, c'est à quel point cette législation-là va nous permettre de réguler un petit peu ces bulles spéculatives d'opinion qu'on peut avoir sur certains réseaux sociaux, quand même dans les médias actuels physiques, on a du mal à s'en dépêtrer et à traiter ce problème de la concentration des médias. Donc, est-ce que la prochaine étape, c'est pas une loi contre la concentration des réseaux sociaux pour péter ces trusts un petit peu et de se retrouver pour éviter de se retrouver dans des situations où on a des milliardaires d'extrême droite qui détiennent des médias, enfin des réseaux sociaux ou des médias et qui en fait s'en servent pour de la propagation d'idées, quoi. Et comment on contre ça? Parce que ça alimente une vraie crise démocratique, quoi. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est un des principaux enjeux. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, d'abord, il y a un seul espace informationnel. Il y a deux familles de médias qui ont le pouvoir d'amplifier sélectivement certains messages. Les médias éditorialisés, presse, TV, radio, plateformes qui maintenant sont en train de tous devenir aussi des plateformes numériques mais éditorialisées, et les médias algorithmiques. Et donc il y a un parallélisme, et nous on a le sentiment qu'à la fin il faut réfléchir en ayant un triptyque en tête, en disant il y a un espace informationnel unique, il y a les plateformes, comment on les rend responsables, c'est l'objectif du règlement sur les services numériques. C'est une aventure, on est au début, et on ne dit pas que le texte est parfait, on aimerait bien, comme vous dites, il est sans doute perfectible, mais l'enjeu maintenant c'est de savoir si on arrive à le mettre en œuvre. Il y a les médias éditorialisés, il y a un sujet concentration. Je crois qu'il y a aussi un sujet modèle économique, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas
économiquement viables, ils deviennent dépendants de leur actionnaire. Si vous gagnez votre argent, votre actionnaire a moins de pouvoir sur vous. Si vous êtes structurellement déficitaire, c'est sûr que votre actionnaire fait au fin de mois du pouvoir pour vous. Donc il y a un sujet de pluralisme et aussi de modèle économique. Et puis le troisième point du triangle stratégique, c'est citoyenneté numérique. Prenez sur le sujet haine en ligne, si on continue tous individuellement ou collectivement à mettre sans fin toujours plus de messages en se disant bah non, sur les réseaux sociaux on s'en fout, on peut y aller, on peut insulter tout le monde, les réseaux sociaux vont toujours nettoyer plus et on va encore plus être dans un déséquilibre à dire ah oui mais du coup on est censuré. Et donc il y a, l'équilibre il viendra d'une action plus responsable des réseaux sociaux, mais aussi une action collective sur nous-mêmes, de qui on est, qu'est-ce que ça veut dire de construire une citoyenneté numérique, quels sont les savoir-faire, les savoir-être, le sens critique qu'on doit développer. Nous on commence à se produire des études, et c'est tout début, d'essayer de comprendre comment les gens s'informent aujourd'hui. Parce qu'on sent bien que les gens qui ont plus de cheveux et moins blancs que moi ne s'informent pas de la même manière que moi, et qu'on voit bien qu'il y en a une... Et le service public se pose des questions aussi, les médias. Le service public se dit, au début, il disait, je dois aller chercher les gens sur les réseaux sociaux pour les ramener sur mes médias. Et on voit le service public commencer, et on le questionne nous-mêmes, se dire, non, en fait, s'il y a une partie de la population qui ne s'informe que sur les réseaux sociaux, alors les services publics vont aller sur les réseaux sociaux pour les informer là où ils vont chercher l'information. C'est dans leur mission. Donc ça, c'est un point important. La mesure du succès, c'est la confiance que les gens vont avoir dans l'espace informationnel. Et on est vraiment dans un jeu très fragile. C'est fragile, la démocratie. Et où il faut à la fois y aller de manière volontaire et à la fois se dire on est dans l'espace démocratique, quoi. Donc c'est le socle. Donc si on y va trop violemment... on a la main qui tremble en permanence collectivement, et c'est aussi pour ça qu'on se dit le seul moyen de réussir, c'est le collectif. Et donc c'est bien de vérifier qu'en permanence, on est en train d'ouvrir et de briser cette asymétrie, de dire il y a les puissants, il y a les autres, et donc d'arriver à mobiliser et à ce que les gens s'engagent. Et après, j'aurais parlé quand même d'autres instruments qui sont pour participer. Merci beaucoup. Comme on est à Numérique en commun, j'aimerais bien parler des communs, justement, dans cette discussion. Dans la présentation que vous avez fait justement de l'espace informationnel, vous avez parlé des plateformes et des médias. Or, on sait qu'au sein des plateformes, toutes les plateformes ne se ressemblent pas, loin de là, et qu'il y a effectivement des modèles alternatifs. On sait que l'Union européenne aussi maintenant promeut de plus en plus les communs comme un outil de souveraineté européenne, parfois nationale, etc. Et ma question est du coup, le DSA par rapport justement aux communs, est-ce que l'on voit le DSA comme un outil qui permettrait à nouveau peut-être de faciliter la progression des communs, justement en restreignant un peu plus les grandes plateformes et donc en ouvrant des portes à des plateformes alternatives différentes qui rééquilibreraient un petit peu le jeu sur l'espace informationnel, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement un risque, parce que le DSA, la seule distinction qu'il fait entre les plateformes, c'est le nombre d'utilisateurs de ces plateformes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fin de compte que le DSA en fait gèle la situation avec une plateforme qui resterait toujours grande plateforme avec ces obligations-là, mais que les autres en fait ne puissent pas progresser, ne puissent pas évoluer parce que les obligations seraient trop lourdes à respecter, notamment pour les communs numériques? Merci beaucoup. Alors, il y a plein de questions dedans. Il y a des choses qui relèvent de la logique des communs dans le DSA. Typiquement, quand base de données publicitaires, aujourd'hui, autant vous dire qu'il y a autant de bases de données publicitaires que de plateformes qui ont l'obligation de le faire, et qu'elles l'ont fait sur chacune leurs propres standards. Et il y a un article de règlement qu'on n'a pas encore activé qui dit à propos, on va vous apposer une norme pour que justement les chercheurs puissent croiser automatiquement les bases et pas à chaque fois. Donc là, on est en train de créer du commun, et on va créer, et on sent que quand on aura créé cette norme uniquement avec les 20 plus grandes plateformes, ça sera assez facile de dire on rajoute un petit texte supplémentaire et on l'étend à dire toute personne qui fait de la publicité numérique sera soumise à la même obligation. Et brutalement, comme on aura essuyé les plâtres avec les très grandes qui sont riches à mourir, donc c'est pas très grave, on pourra après l'imposer à tout le monde sans que ça coûte très cher à tout le monde parce qu'on aura déblayé. Et donc vous avez cette logique, on sent bien qu'on a retenu un peu du RGPD et de limite du système à taille unique,
taille unique, soit vous n'êtes pas assez violent avec les grands, soit vous êtes trop violent pour les petits. Et donc là, il y a ces 5 tailles, puis on sent que les seuils vont évoluer au fur et à mesure du temps. Et puis il y a quand même l'idée de dire, on construit, on se fait les dents avec les gens sur lesquels on n'a pas de problème de proportionnalité, et après on va généraliser justement pour avoir du commun. Donc c'est présent, mais il y a encore du potentiel. Et je pense qu'il y aura des patchs, hein, c'est le DSA 1.0 dont on parle. Les effets concurrentiels, donc après, on a chevillé au corps l'idée de dire, on a senti quand on a construit le règlement que des très grandes plateformes, il y avait des cyniques. Et dans les cyniques des très grandes plateformes, ils commençaient à sourire au début dans les discussions en disant « Ah ouais, la France va m'imposer ça, l'Allemagne va m'imposer ça ». Et qui aussi disait ça va me coûter 200 millions d'euros par an. Puis un autre qui disait non, 300 millions d'euros par an. Et plus le chiffre était grand, plus il souriait parce qu'il voyait l'effet fermeture de marché en se disant c'est pas cher payé pour flinguer tous nos concurrents. D'où ce système, on a 5 tailles. Et vraiment, si ce n'est que dans la taille unique, comme je le disais dans notre conférence, on a Wikimedia, donc on fait attention, parce qu'il y en a un qui est très particulier dedans, mais il y a cette idée on a chevillé au corps de attention de ne pas servir la soupe aux plus grands pour que les gagnants du jour soient les gagnants de toujours. Et puis après, il y a l'autre règlement, qui est le règlement sur le marché numérique, qui vise aussi à créer des ouvertures pour que justement on n'ait pas une fermeture du marché, mais qui cette fois-ci est qu'un règlement à finalité économique. Alors là, je suis quand même obligé de vous dire, il y a un dernier instrument qui est stratégique. C'est le règlement permet de faire des signaleurs de confiance. Qu'est-ce que c'est que des signaleurs de confiance ? En fait, ces plateformes, même si elles ont toutes les données, même si elles ont une maîtrise parfaite ou ce qu'il y a de mieux d'intelligence artificielle, quand vous leur dites « Attendez, là, vous avez reçu 1 million de signalements aujourd'hui. Dans ce million de signalements, il y a 10 mineurs qui sont en danger de mort. Est-ce que vous pouvez traiter ces 10 traitements en urgence ?» Et les plateformes vous disent en fait, on n'arrive pas à retrouver à identifier dans le million les 10. Et donc la meilleure aujourd'hui des intelligences artificielles les plus sophistiquées est moins efficace qu'un maillage humain. Et donc les plateformes elles-mêmes ont inventé ce système de signaleurs de confiance qui est de dire si en France vous créez une association qui est spécialisée, qui est surprotéger une population à risque, des enfants, qui a un réseau dans le territoire et qui sait dire mais là, on sait qu'il y a un bipède, un hobbit qui est en danger et il faut intervenir maintenant. Alors, comme on connaît l'association, on traitera sa demande prioritaire. C'est elles qui ont inventé le signaleur de confiance. Ce sont des gens qui peuvent faire des signalements. Et quand ces signalements arrivent, la plateforme dit « je les traite en premier, j'agis tout de suite dessus ». C'est génial, mais il ne faut pas en abuser. Parce que ce que le règlement fait, c'est qu'il crée un cadre juridique pour dire oui, on va l'institutionnaliser pour permettre à ces gens, des signaleurs de confiance, d'être plus efficaces dans les signalements qu'ils font, pour que la plateforme ait une obligation légale de traiter et pour qu'on ait la transparence pour à la fin dire est-ce que on n'a pas abusé du système. Quand je vous le dis en protégeant les enfants, c'est pas trop polémique. Si je vous le dis en disant mais ça va être sur des propos qui vont être qualifiés de haineux, parfois on peut aller trop loin pour une cause, ou on peut instrumentaliser pour faire tel quelqu'un de dire « mon chien a la rage ». Donc il faut aussi ces mécanismes, et donc on a ces mécanismes de signaleurs de confiance. Alors on voit qu'on va commencer à les faire apparaître, et il y en a déjà qui existent, je ne peux pas les qualifier de signaleurs de confiance parce que ils candidatent auprès de l'ARCOM, et l'ARCOM les reconnaît comme signaleurs de confiance, et on ne les a pas encore reconnus, mais on attend une candidature d'un acteur qui s'appelle e-enfance, typiquement, si vous regardez, qui a vocation, on pourrait dire, à être signaleur de confiance. Et quand on discute avec eux en disant mais comment on peut faire mieux, on arrive assez vite à la discussion en disant la question c'est comment on fait un maillage du territoire. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à Numérique en commun. Là aussi, il y a plein de choses à faire sur comment ces outils qu'on conçoit au niveau européen, qu'on s'approprie au niveau national, on les ancre. Si on n'est pas dans les territoires, ça ne sert à rien. Juste pour rebondir, je trouve que ce lien numérique-physique, c'est hyper intéressant. Et c'est d'ailleurs dans la régulation, ce qu'il faut être capable de faire, c'est pas réguler que le numérique. Et en fait, il y a ce lien à avoir. Finalement, le maillage territorial, c'est parce qu'il y a des bipèdes à des endroits qu'on connaît, et indépendamment du numérique, il y a quand même des gens qui vont trouver ce lien et qui peuvent, grâce à cet ancrage physique, être les éléments qui vont donner un signal dans le monde numérique pour dire attention, là il y a danger. Inversement, ce que vous évoquiez sur la précédente conférence, c'est finalement le numérique, et par rapport au blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie, c'est pas le fait qu'il y ait plein de monde qui se regroupe à un endroit sur une plateforme numérique.
qu'on doit bloquer, ni les débats numériques. C'est parce qu'il y a un ancrage physique qui, lui, est dangereux. Et à ce titre-là, on peut avoir une régulation du numérique parce qu'il y a des conséquences physiques, comme les dangers d'une foule, du surtourisme ou de coordination sur des actions violentes. Mais et ce lien-là, numérique-physique, je trouve qu'il n'est pas dans la régulation. Or, c'est lui qui justifie certaines actions dans le numérique. Il faudrait l'écrire. D'accord. Je prends le point. Alors, je crois que nous, quand on parle de citoyenneté numérique, dont on n'est absolument pas propriétaire, on pense que c'est un commun qui appartient à tout le monde, c'est une bannière sur laquelle on pense que tout le monde devrait se rallier. C'est bien pour envoyer ce message en disant on n'est pas citoyen que dans la vraie vie. On reste citoyen avec des droits et des obligations dans la vie numérique et on essaie de lutter contre cette dissociation de la personnalité qu'on sent, entre guillemets, parfois dans toutes les démocraties où les gens disent oui, non mais ça c'est inacceptable dans la vraie vie. Tu dis oui mais c'est pas vous sur un pseudo qui est en train d'avoir des propos qui sont d'une violence absolue dans l'espace numérique, donc de réconcilier les deux. Donc oui, à la fin, on est unique et on a deux corps maintenant dans la vie physique et dans la vie numérique. Après, il y a des choses... le harcèlement, il peut être purement numérique. Donc il y a aussi des trucs qui sont que dans l'espace numérique. Bon, après, ça redevient... les impacts, c'est sur la santé mentale, et donc c'est dans... C'est un psyché. Mathis, si tu voulais... Juste en réponse au point de Rémi sur les communs et est-ce que ça ne crée pas un plafond de verre d'avoir de la régulation qui bloque au-delà d'une certaine taille. Moi, je ne sais pas si c'est un problème. Je pense qu'il y a un des problèmes fondamentaux, c'est l'industrialisation et le passage à l'échelle. Et je ne sais pas si c'est souhaitable qu'il y ait des acteurs qui dépassent ces seuils. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on ait des réglementations qui augmente le niveau de difficulté jusqu'à ce que tu sois en mode cauchemar et en fait personne n'a envie d'y aller, c'est pas grave. Et typiquement je pense que les communs numériques sont bien plus outillés pour ça. De toute façon on est pauvre, on n'arrivera jamais à avoir des dizaines de milliards, mais c'est pas grave, on va rester avec nos petites instances mastodon à 3000 personnes et puis du coup on dépassera jamais les stades où le niveau de nocivité devient hyper grave parce qu'au pire les gens ils se barrent, ils vont à l'instance d'un côté. Et je trouve ça en fait souhaitable, voilà, parce que notamment en rebondissant sur l'aspect concentration qui était indiqué plus tôt, où on a des trucs qui sont tellement énormes qu'on ne peut plus finalement leur faire face. Pour aller dans ce sens, et on va donner la parole à la défense, on s'est beaucoup posé la question. Il y a eu un vrai débat politique, j'en rends compte, hein, c'était au niveau du Parlement et du Conseil des États membres, sur Wikipédia. Wikipédia a dit mais c'est pas possible. C'est pas proportionné. Vous pouvez pas me demander d'avoir le même standard que vous avez demandé à Google, que vous avez demandé à Meta, à TikTok. Et il disait en disant si vous mettez la barre trop, on meurt, quoi. Et à la fin, on leur a dit oui, mais vous avez un grand pouvoir. Encore une fois, hein, réfléchissez au rôle que joue l'encyclopédie dans le fonctionnement de nos sociétés. Si elle part d'en travers, s'il fonctionne par chapitres nationaux. Et on l'a vu en France, hein, il y a eu une petite crise de gouvernance du chapitre français il y a quelques années. Si le chapitre français était parti au tapis ou était capturé par un groupe politique et brutalement, on leur a dit « vous êtes systémique ». Et donc, il n'y a pas le choix, vous devez assumer vos responsabilités. Donc, il y a une partie, à un certain point, on a dit non. En fait, on est en train de dire qu'effectivement, passer un certain seuil, on ne peut pas accepter, si vous ne savez pas assumer vos responsabilités, on ne peut pas accepter que vous ayez ce pouvoir. Et si vous n'avez pas le modèle économique, ce n'est pas possible. Et après, on a dit, et donc ça a été voté en disant, ça s'appliquera aussi à Wikimedia. Après, on est proactif parce qu'on reconnaît la nature de Wikimedia pour dire, on a bien en tête que vous n'avez pas le même modèle économique que les très grands. Alors, ils sentent bien qu'ils sont un cas très particulier, et donc, par exemple, ils sont venus nous voir, nous, Arcom, en disant, bon, on comprend que vous jouez un rôle un peu particulier, parce qu'on est un peu des excités du bocal à l'Arcom dans le concert européen, donc on va être sûr que vous comprenez bien notre modèle économique. Et on leur a dit, ah non, on ne fait pas une réunion avec vous. On l'a dit, on fait une visioconférence avec vous, et à propos, on va envoyer l'invitation à tous nos collègues. Et on leur a dit, du coup, vous allez pouvoir faire 2 heures avec nous et 22 régulateurs, parce qu'ils sont quasiment tous venus. Et là, Wikimedia a dit, ah ouais, c'est sympa, parce que là, on pensait qu'on était capable de faire ce travail avec 3 régulateurs, et grâce à vous, on le fait avec 25 régulateurs. Et ça fait partie de ces choses où on essaie de se réinventer en disant, on n'est plus le régulateur français. On est le joueur français d'une équipe européenne, et chacun peut contribuer au collectif des régulateurs. Oui, peut-être pour que tout le monde soit sage, du coup, je suis directeur de Wikimedia France. Donc c'est pour ça.
Mais ça, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que même la fondation Wikimedia était assez consciente du fait que, voilà, grand pouvoir implique une responsabilité, pour pas citer Spider-Man, mais que, voilà, voilà. Mais que voilà, il faut effectivement faire notre part, notre part du boulot. Ma question a été beaucoup plus en fait sur le reste de l'écosystème des communs. Et c'est vrai que tu évoques, Mathilde, la question du mais est-ce que c'est souhaitable que on grandisse, etc. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas forcément souhaitable. Mais en réalité, des fois, un commun, il va prendre, il va marcher, les gens vont s'en emparer, et bien seul coup, sans s'en rendre compte, pouf, tu passes un seuil. Parce que le seuil, c'est le nom d'utilisateur. Et c'est là où, d'un seul coup, tu peux avoir un commun qui fonctionne, qui a utilité publique, qui rend de vrais services, et demain, on va leur dire « Eh, vous n'avez pas vu, mais vous venez de passer un seuil, donc vous allez devoir appliquer de nouvelles obligations, et demain, le commun, il meurt. » Parce qu'effectivement, à chaque fois, souvent, le modèle économique est fragile, etc. etc. Et des fois, on ne pense pas, en tant que commoners, à développer le modèle économique suffisamment tôt. On se laisse embarquer par le projet, par la communauté, etc. Et on se retrouve des fois face à ce mur. Et c'est là plutôt le sens de ma question, qui ne concerne pas forcément Wikipédia, mais plutôt le côté de si on veut vraiment que les communs soient une voie alternative dans le numérique, c'est vrai que différencier les plateformes peut-être serait dans le DSA peut-être 2.0 un petit élément quand même pour moi à ajouter. Voilà. Le débat est ouvert, hein, et c'est un bon débat. Les effets de seuil, c'est une réalité, ça a toujours existé. Et le DSA, honnêtement, si vous vous souvenez, quand la France a pris la présidence de l'Union européenne, on était en 2000, je me perds, enfin bon, Cédrico est secrétaire d'État au numérique et on prend la présidence. Et les attentes à ce moment-là, c'était que dans la présidence française, on aurait l'accord politique sur le DMA et qu'on aurait une première lecture sur le DSA, parce qu'on savait qu'il y avait un décalage entre les deux textes et que le DMA entre guillemets est plus simple parce qu'on vise juste à gérer des effets concurrentiels, alors que le DMA, on est sur des sujets de droits fondamentaux et donc c'est compliqué parfois de se trouver un consensus. Et en fait, la présidence française a sorti les deux textes. Et donc, moi, j'ai été demandé aux négociateurs, à l'équipe de Cédrico, de dire, mais comment vous avez fait? Et en fait, ils ont dit, ça s'est fait très très vite, parce que dès le premier trilogue, Parlement, Conseil européen et Commission, ça se faisait, vous allez retrouver l'année, en février. En janvier, la Russie avait envahi l'Ukraine. Et Elon Musk avait annoncé son intention de racheter Twitter. Il n'a pas encore fait, mais l'annonce était faite. Et en fait, ces deux éléments symboliques qui ont pesé, où les trois parties se sont dit le sujet n'est plus de savoir est-ce que le DSA est parfait, mais de sortir le DSA maintenant et de dire on fera un DSA 1.1 s'il faut ou 2.0 derrière. Donc, et c'est ça un gros enjeu, c'est qu'on voit que il faut arrêter parfois de réfléchir au modèle et passer à l'exécution et arriver à faire ce qu'on a pu faire, j'espère, en télécom et dans quelques secteurs, et qui est un peu l'école européenne de régulation, qui est de dire on fait des régulations, on les sort, on les vote, on commence à mettre en œuvre, et on a déjà fixé la date à laquelle on va la réviser, on a déjà prévu le fait qu'on ferait des révisions incrémentales. Règlement roaming, c'est fait comme ça, il y a eu roaming 1, 2, 3, 4, et là, donc il y a des sujets, on n'a pas la réponse. Là, le seuil a été mis quand même, on a mis un seuil à 45 millions. Donc en général, il est très très élevé, donc on a protégé massivement toutes les plateformes européennes. Il n'y en a aucune qui passe le test, hein, sûrement. Et le débat est plutôt de dire, tiens, est-ce qu'on n'a pas été un peu haut? Tout le monde se pose la question sur Telegram, est-ce que son 42 millions ou 38 qui déclare, il est vrai? Et est-ce qu'il faudra baisser le seuil s'il était vrai, ou est-ce qu'il faut augmenter? Parce qu'on sent quand même que elle est systémique au sens commun du terme, cette plateforme, quoi. Et on voit bien que mais il y a l'idée de dire, on construit un texte et on construit les institutions et la prise de conscience collective pour s'en servir. Et au début, il fallait faire des choses plus simples. Et au fur et à mesure, on va pouvoir être plus ambitieux dans la démarche européenne. Ça sidère le monde, honnêtement. Parce qu'on est les seuls. Il n'y a que l'Europe qui fait ça. Moi, pour ajouter une pièce au débat sur cette partie, je pense que les communs peuvent être identifiés en tant que tels. Il y a des choses qui existent déjà dans le monde de la cybersécurité sur des codes sources de logiciels libres. Donc, côté Union européenne, il y a besoin de respecter et d'avoir des audits sécurité qui soient faits.
Et en fait, il n'y a pas un projet open source qui est capable de se payer l'audit et qui a même un intérêt à se payer l'audit. Donc en fait, quelque part, est-ce qu'en même temps qu'il y a la régulation, pour l'identification de ces communs, est-ce qu'il peut y avoir le financement associé? C'est-à-dire l'accompagnement nécessaire pour dire on vous aide, on vous reconnaît en tant que commun, et donc on doit vous accompagner à ce niveau d'exigence-là. Après, comment on fait pour les choisir, pas les choisir? Et au niveau français, pour donner un exemple perso, là typiquement, donc moi je travaille à l'Agence du numérique en santé, on travaille sur les référencements d'applications dans mon espace santé. Bon, bah, des applications style Open Food Facts, ils vont pas se payer un référencement à 50 000 balles pour rentrer dans le catalogue de mon espace santé. Donc je pense que c'est notre responsabilité aussi de dire il y a des travaux, il y a des audits qui sont nécessaires, ça fait partie de la régulation. À nous aussi, donc voilà, moi je suis en train de regarder pour trouver un financement et pourquoi je choisis celle-là et pas d'autres. Bah, c'est pas évident, mais je suis d'accord que s'il y a régulation, il doit y avoir moyen aussi, au moins pour ce type de structure, quoi. On a un engagement historique avec le ministère de la Santé sur la charte alimentaire, où on travaille avec le monde de l'audiovisuel. Ça va promouvoir le Nutri-Score dans les publicités sur l'audiovisuel. Et tout l'enjeu là, c'est d'étendre notre démarche sur l'espace numérique et donc de travailler sur ces problèmes de Nutri-Score et cette base de données est stratégique. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Alors moi, je voulais juste dire, le monde des communs, j'en suis pas un spécialiste, mais je trouve qu'il y a d'autres aspects aussi. Ce qu'on sent quelque part, le règlement sur les services numériques, en fait, son objet, c'est d'encadrer la fonction trust and safety des plateformes et de créer du standard pour tout le monde, pour toute l'industrie, qui est une autre forme de commun, pour arriver à décentraliser et à professionnaliser un pan entier du monde numérique. On va devoir arrêter, mais si vous avez des idées, si vous avez envie de suivre, vous me retrouverez facilement, vous retrouverez l'Arcom facilement, et on essaie de déclencher un truc un peu qui soit viral, non numérique, mais humain, pour qu'on urbanise et qu'on fasse de notre société numérique une société vivable.